pouvez pas forcer un pays à choisir entre accepter des migrants illégaux sur son territoire ou payer une amende de 20 000 € par migrant. Et où est la souveraineté de cet État? Est-ce qu'un État ne peut pas décider par lui-même s'il accepte ou non quelqu'un? Un État ne peut-il pas aussi décider, par exemple, s'il veut aider des pays du tiers-monde, qui sont les principales sources de migrants? Ce n'est pas une bonne approche. Par conséquent, si nous voulons parler de l'amélioration du fonctionnement de l'Union européenne, oublions l'idée de supprimer le droit de veto. La suppression du droit de veto serait le début de la fin de l'Union européenne. Il n'est pas acceptable que les petits pays, ou les pays plus petits, ou une minorité ayant un avis différent, soient contraints en tant que pays souverains de faire quelque chose qu'ils désapprouvent. L'unanimité dans 3 domaines, la sécurité, la politique étrangère et le budget, doit être maintenue. Sinon, l'Union européenne aura, à l'avenir, de gros problèmes, je le répète. Le 3e sujet qui doit figurer à l'agenda de l'Union européenne est celui de la politique étrangère commune. Vous connaissez mes opinions que j'ai exprimées à plusieurs reprises, et ce n'est pas une critique. Je m'adresse maintenant à M. Bélizan, des États-Unis, pour dire que l'Union européenne est désemparée en matière de politique étrangère, et nous restons souvent impuissants à observer ce que notre allié et partenaire transatlantique dit et fait. Cela est prouvé par le fait que, alors que nous sommes capables de produire immédiatement des conclusions de 100 pages sur l'Ukraine, nous ne sommes pas capables de formuler des conclusions sur ce qui se passe, par exemple, en Israël. Cela montre simplement que nous ne sommes pas capables de formuler des résultats fondamentaux en matière de politique étrangère. Dans quelques semaines, nous aurons un sommet mondial de la paix en Suisse. Nous avons eu une réunion du Conseil européen. Pour l'instant, nous ne savons pas ce que l'Union européenne va proposer. C'est la première fois que Monsieur le secrétaire d'État m'a informé qu'il y avait une déclaration générale qui serait préparée comme base pour la position de l'Union européenne. Mais cela reste insuffisant. Nous représentons 500 millions d'habitants. Nous faisons semblant d'être les meilleurs et les plus sages du monde. Et nous ne sommes pas capables de proposer une initiative de paix pour l'Ukraine. Nous ne sommes pas capables de proposer une initiative de paix. Toutes les réunions du Conseil européen sont des cabinets de guerre. Des armes, des armes, des armes et des armes. Aucun mot sur la paix n'est prononcé lors des réunions du Conseil européen. Et cela me désole énormément. Parce qu'à l'agenda européen, la paix devrait être la priorité. L'Union européenne a été créée comme un projet de paix, et non comme un projet de guerre. Un autre sujet est de savoir comment nous allons fonctionner au sein du marché unique. Je salue fortement ce que la Commission a fait en demandant à l'ancien Premier ministre italien, Enrico Letta, de préparer un rapport sur le fonctionnement du marché unique. Ce rapport a été soumis à la discussion du Conseil européen. Ce rapport propose de nombreuses étapes en avant, dont nous n'aurions même pas rêvé de discuter il y a 10 ou 15 ans. Mesdames et messieurs, il y a une énorme critique sur notre incapacité à obtenir suffisamment de ressources financières au sein de l'Union européenne pour financer nos besoins propres. Il y a une énorme critique sur la manière dont une grande quantité de fonds quitte l'Union européenne, principalement pour se retrouver dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis. Encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est l'habileté des États-Unis. Et c'est notre incapacité à proposer des produits à l'échelle de l'Union européenne, qui permettent aux gens, aux entreprises, au capital de rester ici et d'être utilisés pour nos projets. Je salue cette idée, qui a été abordée lors des discussions du Conseil européen. Et il n'est pas surprenant que le débat ait lieu en Slovaquie sur ce que nous allons faire pour, en plus des ressources que nous avons dans le budget national, provenant des fonds européens, des ressources que nous pourrions obtenir par des investissements étrangers, des projets PPP ou des plans de relance, trouver d'autres solutions. La seule chose que nous puissions faire est d'offrir des produits financiers attrayants pour le 2e pilier de la retraite et proposer des produits financiers intéressants pour les gens, afin qu'il leur soit plus avantageux d'investir leur argent, par exemple, dans des projets d'infrastructure en Slovaquie, plutôt que de laisser cet argent sur un compte bancaire qui ne rapporte rien. C'est une discussion légitime. Et je rejette encore une fois tous ces mensonges et ces phrases selon lesquelles le gouvernement slovaque va saisir l'argent des gens. Non, au contraire, nous voulons leur donner plus d'argent pour que cet argent soit valorisé ici, à la maison, en Slovaquie, et que les gens obtiennent des rendements bien plus élevés que ceux offerts par les compagnies de gestion de fonds de pension, ou que ceux offerts par le simple dépôt d'argent. Dans l'ensemble, je suis heureux que l'Europe change. J'ai eu de nombreuses discussions ouvertes avec le commissaire Effovi, que nous avons souvent abordées, notamment sur l'énergie et d'autres sujets.
Monsieur le commissaire, vous savez très bien que la question de l'énergie nucléaire était un tabou. Lorsque je suis arrivé pour la première fois au Conseil européen en 2006 et que je voulais parler du fait que nous allions obtenir le 3e et 4e réacteur à Mochovce, car cette décision a été prise en 2007 ou 2008, tout le monde m'a regardé comme si j'étais devenu fou. Parce qu'autour de ce pays, on fermait les centrales nucléaires et on spéculait sur le fait que tout serait réglé par des éoliennes ou d'autres moyens alternatifs pour produire de l'électricité. Aujourd'hui, soudainement, nous en sommes à un point où nous parlons tous ouvertement que nous ne serons pas capables d'atteindre les objectifs énergétiques et climatiques ambitieux que nous avons sans la construction de nouvelles centrales nucléaires. Et c'est pourquoi je déclare très clairement que l'ambition de mon gouvernement est d'annoncer, dans un avenir proche, la construction d'un nouveau réacteur nucléaire à Jaslovské-Bohunis, d'une capacité de 1100 à 1200 MW, car nous savons que sans un tel nouveau réacteur nucléaire, nous ne serons pas en mesure d'aller de l'avant. Je salue également l'aspect social du marché unique et de l'économie circulaire, qui est aujourd'hui promu dans l'UE. En ce qui concerne l'aspect social, lors de la visite de l'ex-premier ministre italien mentionné, Monsieur Letta, j'ai dit, Enrico, nous ne pouvons pas toujours parler de ce que nous allons faire pour le marché unique. Vous demandez tout ce que les gens vont sacrifier, ce que les entreprises vont sacrifier, pour que nous ayons un marché unique. Vous savez que le marché unique est une chose énorme et précieuse. Mais peut-être devrions-nous nous demander ce que le marché unique peut faire pour les gens, pour améliorer la qualité de vie en général. Et c'est pourquoi je pense que l'époque qui s'ouvre devant nous nous ouvre les yeux, et nous permettra d'être extrêmement innovants dans les approches qui seront proposées. Et ce seront des approches que peut-être personne n'aurait cru possible il y a quelques années. Mesdames et messieurs, j'aimerais beaucoup que vous utilisiez cette conférence d'aujourd'hui principalement pour discuter de ce qui va venir. C'est suffisant, ce que le ministre a dit. Et il suffit de cette phrase. L'adhésion est irremplaçable et elle nous a aidés. Et je peux ajouter que cette adhésion continuera d'être confrontée à nos points de vue souverains. Parce que, Monsieur le Commissaire et d'autres représentants de l'UE, si la politique continue ainsi, et que chaque fois qu'un pays de l'UE ne plaît pas à certains, on lui impose des principes et des mécanismes liés à l'état de droit, alors Dieu protège-le. Pardonnez-moi, je serai très ouvert avec vous. J'ai vécu avec mes collègues de 2020 à 2023 une période où le matin on défonçait des portes et on emprisonnait des gens illégalement. Illégalement. Je peux le dire parce qu'aujourd'hui, nous avons des dizaines de décisions de la Cour constitutionnelle slovaque. Et j'ai moi-même informé Madame Jourová, il y a quelques jours que l'UE, la Commission européenne, est restée silencieuse. Et aujourd'hui, légitimement, nous adoptons une proposition de loi, qui a déjà été approuvée, et qui a même passé un premier contrôle auprès de la Cour constitutionnelle slovaque. Et quand, entre 2020 et 2023, les droits humains ont été gravement violés, tout le monde est resté silencieux. Et maintenant, quand nous nous préparons à y répondre par la législation appropriée au Parlement national, tout à coup, on commence à dire que la Slovaquie doit perdre des fonds, que la Slovaquie doit arrêter son plan de relance. Bien sûr, avec le plein soutien des médias antigouvernementaux et de l'opposition slovaque. C'est aussi pourquoi je mets en garde, si quelqu'un utilise sélectivement les mécanismes que l'UE possède, simplement parce qu'un pays est souverain et a ses propres points de vue, tout en tenant ses promesses faites à ses électeurs et en gagnant les élections parlementaires démocratiques, alors nous minons les bases de l'UE telles qu'elles ont été établies dès le début. Profitez de cette réunion aujourd'hui pour discuter de ces sujets. Nous ne parlons plus de combien de kilomètres de canalisation ou de routes ont été construits. Nous savons tout cela et nous remercions, mais nous sommes ailleurs. Nous sommes dans une situation très difficile et de crise. C'est pourquoi toute bonne idée qui vient de vous, tout ce que vous avez en tête mais que vous avez peur de présenter, dites-le maintenant. C'est ce que doivent être de telles conférences. Elles ne doivent pas être seulement des réunions pour le plaisir de se rencontrer. Je vous souhaite ce genre de discussion. Monsieur le ministre, je vous remercie vous et votre équipe pour avoir créé ces conditions et j'espère que mes paroles, bien qu'elles aient pu être provocatrices, ont été reçues dans un esprit de pleine compréhension. Et je dirais, que vive la République.